Bonjour, dans cette vidéo, je continue à répondre à la question « Qu'entend-on par thérapie existentielle ?» en abordant cette fois-ci la notion d'isolement existentiel. Voici la carte mentale en question, laquelle a été construite à partir de l'ouvrage de Irvin Yalom intitulé « Thérapie existentielle » et publié en 1980, ouvrage dans lequel il présente une psychothérapie qui est fondée sur les enjeux existentiels. Il dédie 2 chapitres à l'isolement existentiel. Le premier s'intitule « L'isolement existentiel » et le deuxième « Isolement existentiel et psychothérapie ». Dans cette carte, nous nous intéressons à l'isolement existentiel. Après une introduction, nous allons définir ce qu'est l'isolement existentiel, le mettre en perspective avec des enjeux déjà envisagés, la mort, la liberté, et nous verrons ce que l'on peut entendre par une certaine maturité par rapport à cet isolement existentiel. Nous nous intéresserons ensuite à la notion de relation en lien avec la notion d'isolement et nous verrons comment envisager une relation d'amour qui est affranchie de l'emprise des besoins. Pour cela, nous nous appuierons sur plusieurs auteurs, Buber, Maslow, Fromm et bien sûr Yalom pour conclure. Et dans le dernier point, nous nous intéresserons à la psychopathologie interpersonnelle en lien avec la notion d'isolement existentiel, cela à travers un certain nombre de cas cliniques. Commençons donc par cette introduction et intéressons-nous au point suivant, à savoir que lorsque nous réalisons une introspection, ce que Heidegger appelle le dévoilé, eh bien, nous prenons conscience du fait que nous devons mourir, du fait que nous sommes libres et que nous ne pouvons pas nous soustraire à notre liberté, du fait que nous sommes des êtres finis et que nous sommes seuls. Les enjeux déjà traités de mort et puis de liberté, nous l'avons dit, ce sont des notions qui sont étrangères au champ psychothérapeutique, d'où la nécessité qu'il y a eu de souligner la pertinence de ces concepts pour la psychothérapie. En revanche, pour ce qui est de la notion d'isolement, il s'agit là d'une notion qui est familière au champ de la psychothérapie. D'ailleurs, cette notion d'isolement présente des emplois qui sont assez variés et de ce fait, il est nécessaire de préciser cette notion d'isolement et d'en voir quelle est l'acception dans un cadre existentiel. Donc pour Yalom, il existe 3 types d'isolement qui peuvent se dégager en psychothérapie. Il évoque en premier lieu l'isolement interpersonnel qui correspond à l'isolement de l'individu face aux autres individus. Il s'agit là d'un isolement qui est vécu comme un sentiment de solitude et qui peut émerger pour diverses raisons, par exemple parce qu'il existe un isolement géographique, parce qu'un individu manque de compétences sociales adéquates, parce qu'un individu a des ressentis assez conflictuels par rapport à l'intimité, parce que l'individu présente un type de personnalité spécifique. On peut citer par exemple une personnalité schizoïde ou encore narcissique. Tous ces éléments sont en fait des configurations qui vont nuire finalement à des relations sociales gratifiantes. Alors d'autre part, notons que l'isolement interpersonnel, il varie, il est modulé par des facteurs culturels et il a tendance dans nos sociétés modernes à décroître du fait que les cadres sociaux qui favorisent l'intimité ont tendance à décroître eux aussi, avec par exemple la famille élargie qui tend à être perdue, comme le voisinage stable, comme les commerçants de quartier, le médecin de famille ou encore les lieux de culte. Autre notion d'isolement, l'isolement intrapersonnel. Il s'agit là de l'isolement de l'individu d'une partie de lui-même. C'est un processus finalement qui va faire que l'individu se coupe d'une partie de lui-même. Alors Freud a évoqué cette notion d'isolement à travers un mécanisme de défense qu'il a justement nommé l'isolement, qu'on peut retrouver par exemple dans la névrose obsessionnelle. Et lorsque ce mécanisme de défense qui est l'isolement se déploie, eh bien l'expérience vécue par un individu ne va pas être oubliée, mais elle va être privée de son affect. Autrement dit, les relations associatives sont dans ce cas rompues, et de ce fait, l'expérience est isolée et elle ne va plus intervenir dans la pensée. Aristarch Sullivan parle, lui, de dissociation qu'on peut rapprocher de ce type d'isolement
qu'il décrit comme étant un processus par lequel l'individu va rejeter l'expérience de la conscience ou par lequel l'individu va empêcher des parties de sa psyché d'accéder au self. Donc dans la psychothérapie contemporaine, le terme d'isolement peut tout aussi bien désigner un mécanisme de défense que faire référence justement à une fragmentation du self. Cet isolement intrapersonnel, il a lieu dès que l'individu va réfréner ses désirs, ses sentiments, dès qu'il va prendre les injonctions, c'est-à-dire les je dois comme étant ses propres désirs, dès qu'il va se méfier de ses opinions, de ses jugements, et dès qu'il va éclipser ses potentiels, entre autres exemples. En tout cas, cet isolement intrapersonnel, il est estimé qu'il engendrerait beaucoup de pathologies, si bien que le but de beaucoup de thérapies est de tenter de restaurer justement cette intégrité psychique, cela en amenant l'individu justement à réintégrer des parties d'eux-mêmes dont ils se sont coupés. Pour ce qui est de l'isolement existentiel, c'est l'isolement dont il va être question ici, que nous allons définir dans la suite de cette vidéo. Cependant, il est utile de préciser que l'isolement existentiel n'est pas à isoler finalement des notions d'isolement interpersonnel et intrapersonnel, et que ces notions d'isolement inter- et intrapersonnel restent cruciaux dans le travail clinique, et ils présentent un lien étroit, comme nous venons de le dire, avec cet isolement existentiel. Comment définir cet isolement existentiel ? Eh bien, nous pouvons dire qu'il renvoie en fait à l'isolement immuable qui existe entre soi et autrui, mais aussi entre soi et le monde. Une patiente de Yalom l'illustre à l'aide d'une scène du film West Side Story au moment où la rencontre des deux amoureux se réalise et au moment où dans cette scène il n'y a plus qu'eux avec tout le reste qui justement disparaît. Elle dit que c'est son ressenti justement lorsqu'elle réalise une crise de panique, lesquelles débutent quand elle sent justement sa relation à autrui qui commence à chanceler. À part que dans ce cas-là, au lieu d'être avec quelqu'un, elle est dans ce cas seule. Donc Yalom parle d'une vallée de solitude pour définir cet isolement existentiel, et il rapproche justement cette vallée de solitude de la mort et de la liberté, points sur lesquels justement nous allons continuer en débutant avec la mort, puis ensuite avec la liberté. Cette confrontation justement à l'enjeu de mort, c'est elle qui amène au constat suivant le fait que l'individu ne peut mourir avec quelqu'un, et on peut ajouter à cela que même si d'autres personnes meurent en même temps que l'individu qui meurt est seul de toute façon. Mourir n'est rien d'autre que l'expérience humaine la plus solitaire. Et il cite le récit d'Elkerlik du XVe siècle, donc Monsieur Chacun ou Everyman, qui décrit justement la solitude de l'humain face à la mort. Dans cet ouvrage, le protagoniste cherche de l'aide, mais il est abandonné en fait par tous les personnages allégoriques. Camarades, beauté, sagesse, connaissance l'abandonnent. Il n'en trouve qu'un qui est la vertu, qui le sauve justement de cette angoisse de mort, ce qui constitue en fait la morale chrétienne de ce récit, avec l'idée que les bonnes actions sont le seul point d'appui contre l'isolement utile, et que sans foi, l'individu est seul dans la mort. Donc l'individu, s'il ne peut mourir avec quelqu'un, il ne peut pas non plus mourir à la place de quelqu'un. Et Heidegger ajoute la remarque suivante, il dit que l'individu peut aller à la mort pour quelqu'un, mais cela n'empêchera pas ce quelqu'un de mourir un jour donné. Concernant la liberté, nous allons l'envisager à travers 2 points. Le premier que Yalom intitule « La solitude d'être son propre parent » et le deuxième avec l'idée de défamiliarisation. Donc notons que chaque individu est seul face à les responsabilités de sa vie, ce que nous avons déjà souligné dans les vidéos précédentes. Et donc être responsable implique finalement d'assumer la paternité de sa vie, cela implique d'être son propre parent, et cela dans une solitude profonde. Et cela implique alors d'abandonner la croyance en un autre, en un sauveur qui nous crée, qui nous protège, puisque nous nous auto-créons,
et que nous sommes responsables de notre devenir. Et d'autre part, en plus d'abandonner la croyance en un autre, cela implique aussi le fait de prendre conscience de l'indifférence de l'univers, donc de l'absence de particularité et donc de l'isolement. Alors, l'humain, justement, a cette particularité qu'il est conscient de lui-même, et c'est par sa conscience que l'humain ne peut justement fuir les enjeux de l'existence. Et l'homme pose d'ailleurs la question, les animaux le peuvent-ils? En tout cas, pour Fromm, l'isolement est la principale source d'angoisse, et cet isolement génère un sentiment de vulnérabilité, parce que être séparé, c'est être démuni, c'est-à-dire incapable de saisir activement le monde. Et il dit « Le monde peut m'envahir sans qu'il soit en mon pouvoir de réagir ». On peut citer à nouveau Heidegger qui dit que tout individu est en fait immergé sans son consentement dans une existence qu'il n'a pas choisie. En fait, Heidegger parle du fait d'être jeté dans le monde, et justement parce que l'individu est jeté seul dans le monde, dans l'existence, il est limité dans son projet d'autocréation, il est limité dans ce qu'il se crée pour lui-même. Concernant la défamiliarisation, commençons en soulignant le fait que par notre acte d'autocréation, nous nous constituons nous-mêmes et nous constituons notre monde, et cela de façon à nous cacher à nous-mêmes le fait que nous avons créé notre propre monde. Et de ce fait, nous avons l'impression de vivre dans un monde qui est stable, dans un monde qui est fait d'éléments familiers, qu'il s'agisse des objets ou des individus du quotidien, un monde dans lequel justement tous ces éléments sont interconnectés, connectés les uns aux autres. En fait, en ayant l'impression de vivre dans un monde stable, eh bien, nous nous dissimulons à nous-mêmes la patte même des choses, c'est-à-dire le monde primitif du vide et de l'isolement qui ne va se manifester que ponctuellement quand le rideau s'entrouvre, ce qui va alors ébranler notre relation au monde et produire justement un sentiment de défamiliarisation qui va être instantané et qui laisse surgir finalement un profond sentiment d'angoisse existentielle. Il y a l'homme cite Camus dans La mort dans l'âme, extrait de L'envers et l'endroit. Camus dit « Et voici que le rideau des habitudes, le tissage confortable des gestes et des paroles où le cœur s'assoupit, se relève lentement et dévoile enfin la face blême de l'inquiétude. L'homme est face à face avec lui-même. Je le défie d'être heureux. » Donc cette expérience de vide, en fait, cette expérience qu'on peut qualifier de disparition du monde créé, du monde construit, eh bien cette expérience de vide, elle n'est pas au dehors de nous. En fait, elle est complètement en nous. Et je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, en fait, une introspection authentique va être suffisante pour contacter justement cette expérience de vide, ce que l'on retrouve aussi dans les écrits du poète Robert Frost, qui dit « Ils ne m'effraient pas avec leur espace vide entre les étoiles, étoiles privées de vie. Je les ai en moi si proches, mes propres déserts, qui me terrifient. » Pour Heidegger, en fait, ce qui est vécu lors de la perte de la familiarité, c'est-à-dire quand nous quittons finalement le monde inauthentique du « on », eh bien, ce qui est vécu, c'est un sentiment d'étrangeté, un sentiment de pas chez soi, le sentiment de ne pas être chez soi. Et nous nous confrontons alors au néant, au rien du monde, nous nous confrontons à la solitude, tout simplement parce que face au rien, rien ne peut nous aider. Et pour échapper finalement à cette étrangeté, nous nous tournons alors vers les distractions du monde des apparences. Pour Kierkegaard, l'expérience peut s'exprimer dans un jeu de mots qui est le suivant. De quoi l'homme a-t-il peur? De rien. Ce qu'il faut entendre comme l'homme a peur du rien en réalité. Donc ce ressenti de défamiliarisation, il concerne non seulement les objets du monde, mais il concerne aussi les éléments qui sont créés pour donner une sensation de structure et de stabilité. On peut citer les rôles des individus, les valeurs, les règles, l'éthique, et tous ces éléments peuvent très bien
subitement se trouver dénué de signification. Et d'ailleurs, lorsque des explosions sociales ont lieu, ces explosions sociales vont bouleverser les valeurs et la morale. C'est le cas par exemple de la guerre qui terrorise et qui suscite justement une impression d'étrangeté en envoyant le message qui est qu'il n'existe aucun sol stable, que ce qui semble finalement fixe et précieux peut être perdu, que finalement tout est contingent et que tout pourrait être autre et que nous ne sommes finalement pas chez nous et cela où que nous soyons dans le monde. Donc, ces éléments étant évoqués, ces rapprochements entre l'isolement existentiel ainsi que ces autres enjeux de mort et de liberté, nous pouvons nous intéresser à ce qu'est la maturité et quels sont les liens entre isolement existentiel et maturité. Pour Rank, le processus de croissance, le processus de maturation, c'est un processus de différenciation, de séparation. Et cela se retrouve d'ailleurs dans le verbe exister qui est issu de existere, qui veut dire justement se détacher, surgir. Donc ce processus de croissance, de maturation, il nécessite de se séparer, de devenir autonome pour finalement ne dépendre que de soi, donc de s'individuer, d'être soi, d'être indépendant, et cela afin de mener sa propre vie. Ces éléments se retrouvent aussi dans le développement biologique de l'humain. L'événement initial à la formation d'un humain, c'est la rencontre, la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. Suit une phase de développement in utero, qui est une phase de développement total. Et une fois que l'individu est né, au tout début de sa vie, il présente une dépendance physique et émotionnelle importante, très importante aux adultes de son entourage, et puis progressivement, avec son développement, il va forger ses limites, il va saisir à quel endroit il se finit, comment il se finit et où autrui débute, et il va s'autonomiser en se séparant et en devenant indépendant. Et nous pouvons souligner le point suivant qui est qu'en l'absence de séparation, il n'y a pas de croissance et que le prix à payer pour se séparer et croître, eh bien, c'est justement l'isolement. Helmut Kaiser, mais ce qu'il dit se retrouve aussi chez Fromm et aussi chez Rank, Helmut Kaiser souligne ce dilemme entre se séparer et croître, mais si on se sépare et qu'on croît, on s'expose à l'isolement, et l'autre option qui est de ne pas se séparer, de rester fusionné, ce qui évite l'isolement, mais qui va en fait entraver la croissance. Donc il y a cette tension qui existe, et cette tension, ce dilemme constitue le conflit universel de l'humain. C'est un peu la tâche développementale majeure au niveau existentiel, puisque devenir une personne implique un isolement complet, fondamental, éternel et insurmontable. Et Rank ajoute que la naissance est très probablement le prototype des expériences d'émergence de la fusion. Alors ces isolements existentiels et interpersonnels sont liés l'un à l'autre. Notons que émerger de la fusion interpersonnelle va justement faire sombrer l'individu dans l'isolement existentiel. Et pour pouvoir se confronter à cet isolement existentiel, eh bien, l'individu doit être préparé. Il ne doit pas se séparer trop tôt ni trop timidement. Si l'individu, par son expérience précoce, est mal préparé à la confrontation à l'isolement existentiel, eh bien, il aura peur de cet isolement existentiel et il risquera de présenter des troubles dans ses relations interpersonnelles. Donc pour établir des relations interpersonnelles équilibrées, eh bien, l'individu doit s'être séparé, il doit s'être confronté à l'isolement existentiel et il doit également apprendre à être en lien avec autrui sans céder ni à l'envie de fusionner avec autrui, c'est-à-dire à l'envie de devenir une partie d'autrui dans le but d'échapper à l'isolement, et il doit aussi ne pas céder à l'envie de réduire autrui à un outil, à une défense contre l'isolement. Donc pour pouvoir se confronter à la solitude, est fondamental finalement pour pouvoir s'engager pleinement dans une relation avec autrui.
Nous allons donc nous pencher sur la question de la relation. Donc expérimenter l'isolement existentiel, nous l'avons déjà dit, cela génère une forte dysphorie et cette forte dysphorie n'est pas longtemps tolérée par l'individu et de ce fait, cette dysphorie va rapidement être mise hors de la conscience et elle va l'être par des défenses qui sont inconscientes. Et ces défenses sont sans cesse justement à l'œuvre parce que tout simplement, cet isolement est tapis en nous, il est prêt à émerger et ces défenses sont sans cesse en train de surveiller cette émergence et vont sans cesse être actives. Donc pour se protéger de l'angoisse existentielle de l'isolement, eh bien l'individu peut éventuellement choisir d'en assumer héroïquement une partie. Heidegger parlait d'assumer résolument une partie de cette angoisse. Et l'individu peut en oublier le reste. Et c'est ce qu'il fait en développant une relation avec un autre, que ce soit un humain, que ce soit du divin. En tout cas, quoi qu'il en soit, la défense principale contre l'isolement existentiel, eh bien cette défense est de nature relationnelle. Donc cette défense principale contre l'isolement existentiel étant de nature relationnelle, eh bien les manifestations cliniques de l'isolement existentiel, de l'angoisse d'isolement existentiel, vont s'illustrer dans les relations interpersonnelles. Et donc dans son approche, Yalom, contrairement à ce que propose la psychologie interpersonnelle traditionnelle, eh bien il ne va pas se centrer sur les besoins de sécurité, d'attachement, de validation de soi, de satisfaction des désirs ou encore de pouvoir. Il va se centrer sur la façon dont les relations peuvent apaiser l'angoisse qui est liée à l'isolement existentiel. Donc si les relations peuvent apaiser l'angoisse d'isolement existentiel, notons toutefois qu'aucune relation ne peut éliminer l'isolement. Tout ça parce que chaque individu est bel et bien seul dans l'existence. Néanmoins, si l'individu reconnaît l'isolement et s'il se confronte à cet isolement, il peut alors se tourner de façon aimante vers autrui. Et en effet, la solitude va pouvoir être partagée et l'amour peut compenser la souffrance de l'isolement. En revanche, si l'individu est complètement submergé par l'angoisse d'isolement, il ne va pas pouvoir rencontrer véritablement autrui, il va en fait surtout s'accrocher à autrui pour ne pas sombrer. Et dans ce cas-là, les relations ne vont pas être de véritables relations, mais vont être des relations déformées, des relations avortées. Et on retrouve là tout ce qui constitue justement la psychopathologie interpersonnelle. En fait, l'individu va voir l'autre comme un objet, comme un ustensile qui est placé en fait dans son monde pour assurer une fonction. Et cette fonction fondamentale, c'est justement le déni de l'isolement. Alors le problème, c'est que ce faisant, l'individu peut assez facilement prendre conscience de cette fonction qu'il associe à la relation, ce qui peut tout aussi facilement laisser place à l'angoisse d'isolement. L'individu va alors dissimuler plus profondément cette première fonction fondamentale, il va cacher cette fonction de déni de l'isolement, et cela en créant des relations qui vont fournir d'autres fonctions, ce qu'on appelle des métafonctions. Par exemple, une relation dont la fonction va être de donner du pouvoir ou bien d'assurer de la protection. Ce sont dans ce cas-là des métafonctions qui vont masquer la fonction fondamentale de déni de l'isolement et ces métafonctions vont elles-mêmes avoir pour fonction de tenir davantage à distance l'angoisse de l'isolement. En fait, ce que nous avançons ici, c'est toujours ce même principe d'organisation psychique défensive, c'est que l'élément conflictuel, l'élément angoissant, va être tout simplement dissimulé par des couches et des couches et des couches de mécanismes de défense. Donc, Yalom va commencer par définir ce qu'est une relation véritable, en tout cas ce qu'est dans le meilleur des cas une relation véritable, ce qui va servir ensuite de point de comparaison pour pouvoir aborder les relations pathologiques. Et il va poursuivre ensuite sur les relations pathologiques en détaillant les tableaux cliniques de plusieurs relations pathologiques et les dynamiques qui sont justement à l'œuvre dans ces relations pathologiques. Intéressons-nous à ce qu'est une relation véritable, une relation d'amour, un amour affranchi de l'emprise des besoins.
En effet, dans une relation véritable, les individus sont en lien l'un avec l'autre et ils ne cherchent pas à combler des besoins. Évidemment, des questions émergent. Comment aimer un individu pour lui-même et non pour ce qu'il apporte à celui qu'il aime? Et comment aimer un individu finalement sans contrepartie? Des réponses sont proposées par Martin Buber, qui est né dans le dernier quart du XIXe siècle et mort en 1965, ainsi que Abraham Maslow et Heinrich Fromm, qui sont nés au tout début du XXe siècle et morts dans les années 70-80. Commençons avec Buber, philosophe et théologien, qui a constitué un pont entre la pensée juive mystique d'une part et la théorie relationnelle moderne d'autre part. Et Buber a fortement influencé à la fois la philosophie religieuse ainsi que la psychiatrie moderne. Alors pour lui, tous les individus sont unis car ils sont tous en lien cosmique et spirituel avec l'univers. Ce qu'il finalement reflète à travers sa proposition qui est que au commencement est la relation. Pour lui, il n'existe pas de « je » parce que l'humain n'existe pas en dehors de la relation, l'humain n'existe pas en tant qu'entité séparée. Pour lui, l'homme est un être de médiation, c'est-à-dire un être de relation. Et pour Buber, il existe deux types de relations de base, deux types de médiation de base, la relation « je-cela » et la relation « je-tu ». Dans la relation « je-cela », il s'agit donc d'une relation entre un individu, donc un sujet, et puis une chose ou un objet, qui peut être un individu chosifié. En tout cas, cette relation du « je-cela » est une relation fonctionnelle qui est dénuée de réciprocité. Dans l'autre relation, la relation « je-tu », il s'agit là d'une relation entre deux individus, donc le « tu » cette fois-ci n'est pas un « cela », et il s'agit d'une relation qui est totalement mutuelle et réciproque et qui implique l'expérience entière et pleine de l'autre, c'est-à-dire que l'individu est dans ce cas intégralement impliqué dans la relation. C'est une relation qui est différente de l'empathie, l'empathie consistant à percevoir une situation depuis le point de vue d'autrui. Cette relation est différente de l'empathie dans la mesure où il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « je » qui tenterait d'entrer en relation avec un autre, mais seulement un « je-tu ». Ajoutons aussi une remarque à ce sujet, c'est que le « je » de la relation « je-cela » ainsi que le « je » de la relation « je-tu », eh bien ce sont des « je » qui sont différents. Dans la relation « je-cela », le « je » peut décider d'être en lien ou de ne pas être en lien avec un ou des cela, et ce « je » décide de la position du cela dans son propre monde. En revanche, dans la relation « je-tu », le « je » est influencé par la relation au « tu » et il est sans cesse recréé justement par la relation au « tu ». Ajoutons en remarque que si l'individu n'est pas en lien intégral avec autrui, eh bien dans ce cas, le « tu » devient un cela. Donc pour Buber, établir une véritable relation à autrui, eh bien cela passe par une véritable écoute, laquelle se traduit par le fait de mettre de côté par rapport à autrui les stéréotypes, les anticipations, les besoins, et également par le fait de se permettre de se laisser modeler par les réactions d'autrui. Donc l'écoute authentique, elle nécessite de se perdre, de se transcender. Et Buber l'illustre avec un souvenir d'enfance dans lequel il allait voir un cheval qu'il caressait et où sa main, justement, au moment de la caresse, lui faisait éprouver l'altérité de l'autre. En fait, il sentait l'autre vivre sous ses doigts. Et puis, un jour, il pensa au fait qu'il prenait plaisir au fait de caresser l'animal. Et à ce moment-là, au lieu de sentir l'autre, il sentit sa main. Et à ce moment-là, la relation authentique « je-tu » fut perdue au profit d'une relation « je-cela ». Et effectivement, à ce moment-là, l'ouverture à l'autre est perdue. Elle est remplacée en fait par un monologue qui est déguisé en dialogue. Donc, on peut se poser la question suivante, est-ce qu'il est vraiment possible de se tourner vers autrui avec l'intensité décrite justement par Buber ? Le constat est le suivant, la relation
je-tu constitue en fait un idéal vers lequel tendre, mais qui n'existe en fait que rarement. Finalement, nous vivons en fin de compte principalement dans des relations je-cela, alors qui offrent cependant des attraits, puisqu'elles offrent de la connaissance, des stimulations, des activités. Et d'ailleurs, l'humain ne peut pas vivre sans le cela. Et d'autre part, l'humain ne pourrait pas non plus vivre constamment dans le tu qui l'amènerait à se consumer lui-même. Donc un équilibre doit en fin de compte être trouvé entre le je-tu et le je-cela. Et on retrouve ce point de vue dans une expression du rabbin Hillel qui dit « Si je ne puis pas par moi, qui sera pour moi? Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et si pas maintenant, quand ?» Donc la relation aimante affranchie du besoin, telle que Buber l'a décrit, c'est une relation qui est pertinente. Cependant, Yalom souligne un point de tension entre l'isolement existentiel et le point de vue de Buber, selon lequel l'humain n'existe pas comme je, mais seulement comme un être de médiation par rapport donc à la relation, un être de relation. Donc dans le système de pensée de Buber, il n'y a pas de place pour l'isolement existentiel, et Yalom dit que Buber se révolterait très sûrement contre lui, car il ne serait pas d'accord avec le fait de voir l'isolement comme étant une dimension fondamentale de notre situation existentielle. Alors Buber est effectivement en désaccord avec l'idée que l'isolement est une dimension fondamentale de notre situation existentielle. Cependant, Yalom relève un rêve rapporté par Buber. C'est un rêve qu'il mentionne dans l'un de ses ouvrages intitulé « La vie en dialogue ». Et c'est un rêve qui l'a suivi toute sa vie et qu'il a dénommé le rêve du double appel. Dans ce rêve, Buber est seul dans un lieu, une grotte, une bâtisse ou encore une lisière de grande forêt. Et puis un événement extraordinaire a lieu, par exemple un animal le blesse. À ce moment-là, il lance un appel chanté, rythmé, qui est long, qui est lent, qui est très fort. Et quand il arrête, son cœur cesse de battre et il entend alors un appel ému et semblable au sien qui vient à lui. Donc cet appel qui lui parvient, pour Buber, c'est l'élément critique. Cet appel qui vient en réponse lui suggère que l'existence commence par la relation. Mais ce rêve est envisagé tout à fait différemment par Yalom. Pour lui, au départ, chacun est seul et non pas en relation. Et en plus, chacun se trouve dans un endroit non familier. Et attaqué et terrifié, eh bien, nous appelons ce qui a pour effet de nous rassurer parce que nous anticipons une réponse et alors notre cœur cesse de battre. Et donc ce rêve, pour Yalom, évoque l'isolement fondamental et il suggère que notre existence, elle débute par un appel solitaire auquel nous attendons justement anxieusement une réponse. Intéressons-nous à présent au point de vue de Maslow pour voir un peu comment est-ce qu'il définit la relation véritable. Maslow était un psychologue, c'est un psychologue qui a beaucoup influencé la psychologie moderne. Il est d'ailleurs le précurseur de la psychologie humaniste, qui est une psychologie qui recoupe en de nombreux points la psychologie existentielle. C'est un psychologue à la pensée riche et il est nécessaire de le lire plusieurs fois pour être en mesure justement d'assimiler pleinement toute la richesse de sa pensée. Alors son idée centrale est la suivante. Pour lui, la motivation principale d'un individu, elle peut être orientée soit vers la déficience, soit vers la croissance. Et pour lui, elle est orientée vers la déficience, par exemple, dans les cas de psychonévrose qu'il envisage comme étant la maladie de la déficience. Et il estime que cette maladie émerge d'un manque d'assouvissement de besoins psychologiques qui est présent dès la vie précoce. Maslow identifie plusieurs besoins psychologiques qui sont la sécurité, l'appartenance, l'identification, l'amour, le respect, le prestige. Et l'individu chez qui ces besoins sont satisfaits, eh bien, va être orienté vers la croissance, justement. Il va être capable de faire advenir son potentiel, il va être capable d'actualisation de soi, il va être autonome et finalement peu dépendant de l'environnement et notamment des renforcements et des gratifications qui peuvent être apportées par cet environnement. Donc, cet individu va essentiellement
obéir à des déterminants internes puisqu'il va être peu dépendant de cet environnement. Alors, les relations interpersonnelles des individus, pour Maslow, elles diffèrent selon que les individus sont orientés vers la déficience ou vers la croissance. Chez les individus orientés vers la croissance, ces individus vont se montrer par rapport à autrui peu dépendants, ils vont se sentir peu redevables, ils recherchent peu l'admiration, la gratification, l'honneur, le prestige ou encore la récompense. Ils ont moins besoin d'affection et ils peuvent se sentir parfois entravés par autrui et ils vont pour cette raison privilégier davantage de périodes d'intimité. Chez ces personnes, les liens établis avec autrui ne sont pas fondés sur des besoins à combler, ils vont considérer autrui comme des êtres complexes, entiers et uniques. Par contre, chez les individus qui sont orientés vers la déficience, eh bien ces individus, par rapport à autrui, vont se montrer dépendants, vont se sentir redevables, ils vont rechercher grandement l'admiration, la gratification, l'honneur, le prestige, la récompense, et ils vont avoir beaucoup besoin d'affection. Donc ces personnes-là vont établir des liens avec autrui qui vont être fondés sur des besoins à combler. Leur perspective est donc utilitaire, ils vont utiliser autrui et si l'autre n'a pas d'utilité par rapport à leur satisfaction de besoin, eh bien l'autre va être ignoré, va être vu comme agaçant et menaçant. Donc ils ne considèrent pas autrui comme des êtres complexes, entiers et uniques, mais tout simplement comme des choses à utiliser. Alors pour Maslow, deux types d'amour se profilent. L'amour déficitaire ou amour D, que l'on observe chez les individus orientés vers la déficience. Il s'agit d'un amour centré sur soi, d'un amour égocentrique. Dans ce cas, l'amour est un besoin et il s'organise vraiment autour de la recherche de gratification. Et puis existe l'amour altruiste ou amour E qui s'observe chez les individus orientés vers la croissance, qui correspond à l'amour de l'être de l'autre. Il s'agit dans ce cas d'un amour qui n'est pas égocentrique. C'est un amour qui n'est pas possessif, qui n'est pas motivé par la demande, qui est admiratif et qui n'est pas animé par l'angoisse et l'hostilité, même si une angoisse pour l'autre peut toutefois exister. En tout cas, donc cet amour va être vraiment à l'origine d'une expérience subjective qui va être plus riche, plus élevée et beaucoup plus précieuse que l'amour D. Donc les amants de type E par rapport aux amants de type D, eh bien, vont être plus indépendants l'un de l'autre, ils vont être plus autonomes, ils vont être moins jaloux ou menacés ou encore en demande et ils vont être aussi plus désintéressés et plus désireux d'aider l'autre dans son autoréalisation. Ils vont aussi être plus fiers des réussites de l'autre, plus soutenants, plus altruistes et plus généreux. Donc l'amour E forme le partenaire finalement et donc dans cet amour E, l'acceptation de soi va être présente et va donner au partenaire le sentiment d'être digne d'amour. Donc c'est un amour qui va favoriser la croissance. Après Buber et Maslow, intéressons-nous au point de vue de Fromm concernant l'amour affranchi de l'emprise des besoins. Dans l'un de ses ouvrages, intitulé « L'art d'aimer », Fromm propose justement une approche différente de Buber et Maslow. Cependant, il arrive aux mêmes conclusions que Buber et Maslow. Par contre, en plus, il va présenter la nature de cet amour qui est affranchi de l'emprise des besoins, une nature qui n'a pas été justement explicitée par Buber et par Maslow. Le raisonnement de Fromm est le suivant. Son point de départ consiste à dire que l'isolement existentiel est l'enjeu principal auquel l'individu est confronté, que cet isolement existentiel est la source de toute angoisse. Et il ajoute que de tout temps, la tâche psychologique majeure a justement été de surmonter cette séparation. Et il relève plusieurs tentatives menées par l'humain au cours de l'histoire pour justement tenter de surmonter cette séparation. Il évoque l'activité créatrice qui fait que l'artiste va s'unir à son matériau. Il évoque les états orgiaques. Il peut s'agir d'états religieux, d'états liés à la pratique du sexe, d'états liés à l'emprise de la drogue, et il évoque aussi le conformisme aux coutumes et aux croyances du groupe. Mais
il souligne que toutes ces tentatives ont échoué et qu'en effet, l'unité dans le travail créatif, elle échoue parce qu'elle n'est pas interpersonnelle. L'unité dans la fusion orgiaque, elle échoue parce qu'elle n'est que temporaire. Et l'unité du conformisme échoue parce qu'il n'est qu'une pseudo-unité. Donc pour lui, ce ne sont que des réponses partielles au problème de l'existence. Donc la réponse plénière au problème de l'existence, pour Fromm, alors qui entend par plénière finalement réponse, on va dire, la plus satisfaisante pour surmonter justement cette séparation, et bien pour lui, cette réponse plénière, elle se trouve dans l'accomplissement de l'union interpersonnelle, c'est-à-dire dans la fusion avec un autre, dans l'amour, avec l'idée que l'amour n'abolit pas le moi séparé, mais qu'il est la meilleure option pour surmonter cette souffrance de l'isolement, le fait d'être séparé. Donc la conclusion, finalement, comme nous l'avons annoncé, de Buber, de Maslow et de Fromm est la même. L'amour affranchi de l'emprise des besoins est fondamental pour l'humain. Mais il ne l'est pas pour les mêmes raisons. Pour Buber, l'état d'amour est un état naturel de l'existence et l'isolement est un état déchu de l'humain. Pour Maslow, l'amour est un besoin et un potentiel de l'humain, et pour Fromm, l'amour est une réponse au problème de l'existence et le moyen de surmonter l'angoisse d'isolement. Et sa conception est proche à celle de Yalom. Alors Fromm distingue deux types d'amour. Il évoque l'union symbiotique ou amour symbiotique, qui est un état de fusion où les parties ne sont ni libres ni entières, et c'est pour lui une forme d'amour déchu qui est constituée à la fois d'une dimension active qui correspond au sadisme et d'une dimension passive qui correspond au masochisme. À côté de cette union symbiotique, de cet amour symbiotique, existe l'amour incompli, qui est une union qui implique la préservation justement de l'intégrité de l'individu, de l'individualité. Et bien sûr, il existe là un paradoxe. Le paradoxe de cette forme d'amour réside dans le fait que deux êtres vont à la fois devenir un et cependant ils vont rester deux. Alors le développement de l'amour pour Fromm débute dans la petite enfance, quand le bébé fait l'expérience d'être aimé pour ce qu'il est ou peut-être parce que il est. Vers 8-10 ans, l'enfant prend conscience du fait qu'il génère de l'amour par sa propre activité et l'enfant va dépasser sa propre égocentricité. En fait, progressivement, il va donner aux besoins d'autrui la même importance qu'à ses propres besoins. Et donc, progressivement, le concept d'amour évolue. Il passe d'être aimé. Il y a là l'idée d'être dans un état de dépendance. Il existe dans le fait d'être aimé un état de dépendance, puisque l'enfant petit, faible, voire sage est récompensé en étant aimé. Et donc son amour évolue à aimer, au fait d'aimer. C'est-à-dire que l'amour va alors parvenir à sa maturité et c'est ce qui va justement donner de la force. Donc l'amour infantile, si on veut le résumer, on peut dire qu'il dit « j'aime parce que je suis aimé », mais l'amour mature, l'amour accompli, lui, il dit la chose suivante, il dit « je suis aimé parce que j'aime ». Et donc, si on fait le parallèle avec l'amour inachevé, l'amour inachevé dit « j'aime parce que j'ai besoin de toi », tandis que l'amour mature, l'amour accompli, eh bien dit « j'ai besoin de toi » parce que je t'aime. Donc Fromm conçoit l'amour comme un processus qui n'est pas passif, mais au contraire comme un processus actif pour être aimé. L'individu ne doit pas s'abandonner passivement au recevoir. Être aimé n'est pas se laisser prendre. En fait, pour être aimé, l'individu, il doit donner activement. Pour Fromm, être aimé, c'est prendre part, et ce n'est pas se laisser prendre. Ce qui veut dire qu'en thérapie, pour une personne qui souffre de ne pas être aimée, eh bien, il va s'agir de travailler sur l'incapacité de cet individu à aimer. C'est en développant sa capacité à aimer que l'individu sera aimé. Alors, on peut mettre justement en perspective le concept de l'amour comme un processus actif avec les 5 types de structures caractérielles interpersonnelles que Fromm évoque. Pour lui, il existe des individus récepteurs,
d'autres exploiteurs, d'autres thésauriseurs, d'autres mercantiles et certains productifs. Pour les 4 premiers, récepteurs, exploiteurs, thésauriseurs et mercantiles, il s'agit de types non productifs, lesquels situent la source de tout bien à l'extérieur d'eux-mêmes. Et pour obtenir ce bien, ils vont devoir l'accepter pour le récepteur, le préserver pour l'exploiteur, l'échanger pour le thésauriseur, et si bien que les uns comme les autres, ils se sentiront appauvris par le don. Et pour le mercantile, il va s'agir de prendre et lui se sentira trompé s'il donne sans recevoir. Le productif, à côté, va situer, lui, la source de tout bien, non pas à l'extérieur de lui-même, mais à l'intérieur de lui-même. La motivation est intérieure. C'est un individu qui est accompli, qui est orienté vers la maturité. En fait, en donnant, il enrichit l'autre et finalement, il s'enrichit lui-même. Donc, il ne donne pas dans l'intention de recevoir, car le don constitue comme tel une joie exquise, mais en donnant, il ne peut empêcher que rejaillisse sur lui ce qu'il engendre à la vie chez l'autre. En donnant véritablement, il ne peut éviter de recevoir ce qu'il lui est donné en retour. Dès lors que l'un donne, l'autre devient également un donneur et tous deux participent à la joie de ce qu'ils ont engendré à la vie. C'est comme ça que Fromm évoque sa conception. Alors comme pour Buber, on retrouve l'idée que relation et réciprocité, mon tu agit en moi comme j'agis en lui, nos élèves nous forment, nos œuvres nous édifient, nous vivons dans le torrent de la réciprocité universelle, unis à lui par un lien ineffable. Donc au-delà du don, on peut dire que l'amour accompli implique des éléments fondamentaux qui sont la connaissance, la responsabilité, le respect ou encore la sollicitude. Alors l'amour accompli, donc il va impliquer, si nous reprenons ces éléments, il va impliquer de répondre aux besoins de l'autre, de respecter la singularité de l'autre et d'aider autrui à croître et à s'épanouir. Alors respecter la singularité de l'autre, c'est le voir comme il est, l'aider à croître et à s'épanouir, il s'agit là de l'aider à croître et à s'épanouir selon ses propres modalités à lui, pas selon les nôtres. Donc tous ces éléments, en fait, ne sont possibles qu'en connaissant justement véritablement autrui, et cette connaissance se construit via l'écoute et à condition de dépasser ce que Fromm formule de la façon suivante, à condition de dépasser le souci de moi-même et de percevoir autrui dans ses propres termes. Fromm n'utilise d'ailleurs pas le terme d'empathie, mais l'idée est là, donc le fait de percevoir ce qu'autrui éprouve, la signification de ses éprouvés et de ses expériences, et on retrouve la même conception que chez Buber, l'idée d'écoute authentique dénuée de présuppositions. Donc dans ce cadre, on peut dire que le clinicien, il envisagera l'amour non pas comme une relation dirigée vers un objet d'amour, l'attachement à autrui est effectivement souvent vu comme une preuve d'amour, mais il ne constitue finalement qu'une union symbiotique, une sorte d'égotisme élargi, et cet amour ne peut que s'effondrer sur lui-même. En fait, le clinicien envisagera l'amour comme une attitude, une orientation au monde, en fait une façon d'être en relation avec le monde qui est affranchie de l'emprise des besoins. Il illustre ce point avec un individu de 40 ans qui est tombé amoureux d'une femme et qui se demande s'il doit ou non quitter son épouse et ses enfants. Et après quelques séances, il se montre assez agacé par son thérapeute, il lui reproche d'être inefficace, de ne pas lui proposer de plan d'action, et globalement, il fait montre d'une attitude générale d'agacement par rapport à autrui, qui sont des éléments inattendus qui ont surgi pendant les séances et sur lesquels justement la thérapie va se centrer, puisque finalement cet individu n'est pas en mesure d'aimer autrui et la décision est prise justement de travailler sur son manque d'amour envers son monde, et ce travail lui fut tout à fait profitable. Donc terminons avec une remarque qui est la suivante, qui est que pour Fromm, la forme la plus fondamentale d'amour est l'amour fraternel, qui est justement une expérience d'union à tous les humains,
qui se caractérise par une absence absolue d'exclusivité. C'est d'ailleurs l'amour qui est préconisé par la Bible envers le faible, le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, c'est-à-dire envers des individus qui n'assurent pas une fonction pour nous. En fait, les aimer, c'est les aimer fraternellement et c'est les aimer d'un amour qui est affranchi justement des besoins. Après nous être intéressés au point de vue de Buber, de Maslow et de Fromm, nous allons pouvoir conclure sur ce qu'est une relation mature qui est affranchie des besoins. Rappelons déjà que ce prototype de la relation mature que nous allons définir et qui est basé donc sur les concepts de Buber, de Maslow et de Fromm va servir de point de comparaison pour ensuite envisager par contraste les relations qui sont avortées. Donc, pour décrire ce prototype, on peut dire que pour éprouver de l'affection pour quelqu'un, eh bien, il faut être dans un lien désintéressé avec lui, ce qui implique de laisser de côté la conscience de soi, c'est-à-dire le « que pense-t-il de moi ?» dans la mesure où l'individu est dans la relation avec l'intégrité de son être. Aucune partie de l'individu n'est ailleurs. Ça veut dire qu'il ne va pas se préoccuper, par exemple, de l'effet de la relation sur un tiers. On peut aussi souligner le fait que laisser la conscience de soi, c'est laisser de côté le « que puis-je tirer de cette relation ?» La relation, effectivement, n'est pas motivée par une recherche quelconque, que ce soit la recherche de louange, d'adoration, de décharge sexuelle, de pouvoir, d'argent, et ainsi de suite. Donc cela implique, pour être dans un lien désintéressé avec autrui, d'être dans un lien dans l'instant, avec cet autre uniquement sans qu'il y ait un tiers réel ou imaginaire qui observe la relation. D'autre part, éprouver de l'affection pour quelqu'un, c'est connaître et faire l'expérience de l'autre et cela le plus pleinement possible, c'est-à-dire faire l'expérience de l'autre, de toutes les parties de l'autre. C'est donc reconnaître l'autre comme un individu qui est doué de sensations et qui lui aussi a constitué un monde autour de lui. Donc éprouver de l'affection pour quelqu'un, c'est aussi ressentir de la sollicitude pour cet autre et pour sa croissance. Et la connaissance acquise justement par l'écoute authentique, c'est ce qui va permettre d'aider autrui à être pleinement vivant justement pendant la relation. Enfin, on peut aussi ajouter qu'éprouver de l'affection pour quelqu'un, c'est aussi être dans une démarche active. L'amour mature, c'est aimer, ce n'est pas être aimé. Donc c'est donner à l'autre de manière aimante et non pas se laisser prendre. Éprouver de l'affection pour quelqu'un, c'est aussi une manière d'être au monde et pas une connexion exclusive, magique et insaisissable avec autrui. C'est vraiment une façon générale d'être. D'autre part, éprouver de l'affection pour quelqu'un, cela a aussi pour origine notre richesse intérieure, notre croissance, et non pas la pauvreté intérieure ni le besoin. De ce fait, nous aimons non pas parce que nous avons besoin d'autrui pour exister, pour être entier, pour échapper à la solitude et ainsi de suite, mais parce que nos besoins ayant été comblés à d'autres moments et d'autres façons, et notamment via l'amour maternel dans la vie précoce, eh bien, il existe en nous une force dont l'amour actuel résulte. Notons aussi qu'éprouver de l'affection pour quelqu'un, c'est un processus réciproque qui est véritablement tourné vers autrui et effectivement nous amenons alors autrui à la vie et nous nous transformons également en devenant plus vivants. Et bien sûr, éprouver de l'affection pour quelqu'un, ce n'est pas dépourvu de récompense, tout simplement parce que l'affection authentique renvoie de l'affection. Et donc cela nous transforme, nous enrichit, nous accomplit, cela amoindrit notre isolement existentiel. Cependant, l'affection authentique ne vise absolument pas à récupérer de l'affection. Frankl le formulait de la façon suivante, il disait « les récompenses s'ensuivent mais ne se poursuivent pas ». Maintenant que nous disposons donc du prototype de ce qu'est une relation mature, affranchie des besoins, nous allons pouvoir nous pencher sur la psychopathologie interpersonnelle. Notons effectivement que l'individu qui ne parvient pas à développer sa force intérieure, son sentiment de valeur personnelle,
son identité stable, qui sont des éléments qui vont permettre d'assumer l'angoisse de l'isolement extérieur, finalement de se dire qu'il en soit ainsi, eh bien cet individu luttera sans relâche et de façon indirecte pour trouver la sécurité. Comment va-t-il trouver cette sécurité ? Eh bien, les stratégies de recherche de sécurité, elles sont multiples, elles sont inconscientes. En fait, l'individu sait seulement qu'il ne peut pas être seul, qu'il cherche à obtenir d'autrui quelque chose d'impossible et que malgré ses tentatives, quelque chose se déroule toujours mal dans ses relations. Et ces éléments vont se manifester cliniquement de façon variée, de façon multiple, et vont se manifester majoritairement dans les relations interpersonnelles dans lesquelles l'individu n'est pas en relation avec autrui, c'est-à-dire qu'il n'éprouve pas d'affection pour autrui, mais des relations dans lesquelles il utilise autrui avec une certaine finalité, dans une certaine finalité. D'autre part, on peut aussi souligner le fait que ces éléments se manifestent dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans le sacrifice de soi, puisque l'individu s'immerge dans un autre, dans une cause, dans une passion, ce qui soulage temporairement son angoisse de l'isolement, mais cela va aussi ensuite élever son désespoir, parce que l'individu qui souffre initialement de désespoir existentiel va souffrir en plus ensuite du désespoir lié à son sacrifice, le sacrifice de la conscience de soi et du fait de tout ignorer, d'avoir tout ignoré de son premier désespoir. Pour illustrer cette psychopathologie interpersonnelle, évoquons le cas d'individus qui existent grâce au regard d'autrui. Alors cette idée d'exister grâce au regard de l'autre, elle se retrouve par exemple dans les propos des individus suivants, le cas d'une femme qui souffre de crise de panique quand elle est seule et qui dit que le pire pour elle quand elle est seule, que ce qui la rend folle, c'est qu'à ce moment-là où elle est seule, eh bien elle se dit qu'il n'y a personne au monde qui pense à elle. On le retrouve aussi chez une femme de 19 ans qui a fait une tentative de suicide suite à une rupture amoureuse et qui dit qu'elle préférerait être morte plutôt que seule. Le cas d'une femme aussi qui dit que c'est quand elle est seule qu'elle entend des voix et que peut-être ces voix sont un moyen pour elle de ne pas être seule. Autre cas, celui d'une femme qui est dans une relation insatisfaisante avec un homme qu'elle ne parvient pas à quitter car elle est terrifiée à l'idée d'être seule, tout simplement parce que seule, elle ne se sent pas exister. Autre exemple, celui d'une femme qui est dans un groupe thérapeutique qui rapporte avoir rencontré dans la rue son ancien thérapeute avec qui elle a suivi plusieurs mois de thérapie et elle souligne le fait que ce dernier a mis à peu près 45 secondes pour se souvenir d'elle et ce point l'a laissée totalement abattue. Et elle demande alors au thérapeute du groupe s'il se souviendra toujours d'elle en ajoutant qu'elle ne pourrait pas continuer le groupe si ce n'était pas le cas. Donc un travail fut entrepris sur cette thématique, elle était institutrice et elle finit par accepter le fait que le prof finit par oublier ses élèves et cela bien avant que les élèves n'oublient le prof parce que le thérapeute ou le prof sont plus importants pour les élèves que l'inverse. Mais que cela n'exclut pas un fait, c'est-à-dire le fait que lorsque le professeur ou le thérapeute est avec ses élèves, ses patients, eh bien la présence du professeur ou du thérapeute est pleine et entière. Autre exemple, celui d'un individu qui présente une névrose et qui esquive le fait d'avoir un éprouvé de confusion, d'isolement et de vide. En fait, il esquive cet éprouvé d'isolement en tuant justement ce temps de l'isolement par de l'activité. Alors, ce qui amène Yalom à s'interroger sur le temps qu'on gagne en utilisant des machines, lave-linge, lave-vaisselle, etc., ce qui est finalement un temps supplémentaire à tuer. Et il souligne aussi l'intérêt pour la méditation qui découle en partie du sentiment de maîtrise justement qu'il donne sur le fait d'être avec soi-même et d'expérimenter le temps au lieu d'être en train de l'organiser, de le répartir et de faire plusieurs choses en même temps.
Donc cet individu évite ce sentiment d'isolement en évitant aussi les moments de solitude, quelquefois aussi en fuyant l'instant de solitude présent et en allant dans le passé ou dans le futur. Il va alors se réfugier par exemple dans les souvenirs heureux du passé, même si dans ce passé les événements n'avaient pas forcément été si positifs que cela. Et il se projette aussi dans le futur en imaginant les fruits apportés par les projets aboutis. Et donc cet individu cherche à éviter l'isolement en cherchant l'amour, parce que pour lui, se sentir choisi et apprécié, c'est ce qui lui permet de se sentir confirmé dans son être, c'est ce qui lui permet de se sentir exister. Il croit en fait qu'il existe tant qu'il est justement dans la conscience d'autrui. C'est vraiment ce qui lui permet pour lui d'éviter de sentir qu'il crée son propre monde, qu'il s'auto-crée, et donc d'éviter de sentir son isolement. Alors, par contre, chez cette personne, dans sa stratégie de recherche de l'amour, on peut dire que sa stratégie est vouée à l'échec, parce que autrui finit par se lasser d'avoir à endosser son rôle. En fait, autrui sent qu'il n'est pas aimé, mais qu'on a besoin de lui. Et autrui n'a jamais le sentiment d'être connu et reconnu pleinement, parce que l'individu n'est en lien qu'avec une seule partie de cet autrui, qui est la partie qui lui sert à lui-même à affirmer son existence. Donc cette stratégie est vouée à l'échec, parce que l'individu qui a besoin d'autrui pour affirmer son existence et qui évite de se confronter à son isolement pose finalement mal son propre problème, puisqu'en effet son problème à cet individu est qu'il pense que son problème c'est le fait de ne pas être aimé, alors que son problème est en fait qu'il est incapable d'aimer. Aimer est effectivement plus dur qu'être aimé, et notamment parce que cela nécessite une acceptation plus grande de sa situation existentielle. Donc l'individu qui entre en relation avec autrui en étant motivé par le fait d'éviter la solitude, eh bien cet individu, il transforme autrui en outil. Alors il arrive parfois de trouver deux individus ensemble qui assurent cette fonction l'un pour l'autre. Alors ce type de relation peut être stable si la fonction a un haut degré de réciprocité. Par contre, cela va entraver la croissance parce que les partenaires ne se reconnaissent que partiellement, et si l'un d'eux est retiré, s'il part ou s'il est renforcé lors d'une thérapie, eh bien l'autre va s'effondrer comme un bâtiment qui aurait une forme de A ou de V à l'envers, dont les deux murs se soutiennent mutuellement. Donc le plus souvent, quand cette relation s'observe, il n'y a pas de satisfaction mutuelle chez les partenaires. En fait, l'un d'eux a conscience d'être utilisé et de ne pas être dans une vraie relation. C'est le cas par exemple d'une femme de 35 ans qui est terrorisée à l'idée de manger seule à l'âge de 63 ans, et pour éviter cela, elle se vouait à la quête d'un partenaire, mais tous les partenaires potentiels fuyaient parce qu'ils étaient terrorisés par son besoin d'amour intense et désespéré, et par le peu d'amour qu'elle avait à donner, et elle écartait d'ailleurs tous ceux qui ne pouvaient pas être partenaires. Remarquons aussi qu'un individu, quand il a des difficultés à fonder une relation durable, eh bien, il est toujours intéressant de se pencher sur la nature des autres relations qu'il entretient avec d'autres individus, parce que les problématiques d'amour, elles ne dépendent pas du contexte. En fait, l'amour ne tient pas à une rencontre particulière, mais l'amour tient à l'attitude, à une attitude, et le problème de l'individu, c'est souvent son incapacité à aimer. Nous pouvons l'illustrer avec le cas de Charles, dont nous avons déjà parlé. Il est atteint d'un cancer, il est dans un groupe thérapeutique, et il illustre justement ce mode relationnel où autrui sert à éviter la confrontation à l'isolement. En fait, quand son pronostic vital fut estimé à 2 ans, il éprouva grandement un grand sentiment de solitude, et il souhaita améliorer sa relation aux autres, c'est-à-dire se rapprocher d'autrui, alors qu'il était habituellement pas mal en retrait et assez distant des autres. Alors un jour, dans le groupe thérapeutique, Dave, un participant, annonça son départ du groupe pour plusieurs mois parce qu'il avait une formation professionnelle à entreprendre, et Dave disait qu'il était contrarié de la situation, et c'est ce que tous les membres du groupe exprimèrent
partenaire à ce moment-là. Donc voilà, ils firent tous part de leurs sentiments, tous sauf Charles. Et le thérapeute dit qu'il s'interrogeait sur les émotions de Charles et Charles nia ressentir des émotions. Et quand il fut demandé à Charles s'il aimerait que les autres le regrettent, s'il devait partir, eh bien il n'eut pas plus d'émotions que ça. Et puis ultérieurement, Charles dit que son cancer évoluait mieux que prévu. Et le groupe, quand il l'a pris au groupe, ils comprirent qu'il avait su cela le jour justement où Dave avait annoncé son départ prochain. Donc ils demandèrent pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas dit à ce moment-là, ce que Charles justifia en disant qu'il voulait attendre l'arrivée d'un membre qui allait arriver avec du retard, selon quoi d'ailleurs le thérapeute lui dit mais pourquoi ne pas l'avoir dit et puis l'avoir répété ensuite quand cette personne revenait. Mais du coup il ne dit rien et il ajouta une chose, il ajouta que finalement sachant que son cancer évoluait favorablement, il n'avait tout simplement plus envie de rencontrer les autres et de ce fait il avait repris son attitude de retrait. Autre illustration de cette psychopathologie interpersonnelle, le cas de la fusion. Donc comme nous l'avons déjà dit, pour l'humain, le conflit universel est qu'il s'efforce d'être un individu. En s'efforçant d'être un individu, il s'expose à l'isolement, un isolement qu'il doit tolérer. Et pour tolérer cet isolement, il va le plus fréquemment utiliser le déni. Donc le déni, c'est le mode de gestion de ce conflit le plus fréquent. Et ce déni, il peut passer par l'illusion de la fusion. Via la fusion, l'individu va atténuer les limites de son moi et cela va lui offrir la possibilité de devenir une partie d'autrui. Alors ça peut être un autrui, un individu, ou bien un autrui, un groupe qui transcende l'individu. Dans ce cas-là, l'individu va se dire qu'il n'est pas seul et qu'il est une partie d'autrui et il échappe de cette façon à l'angoisse de l'isolement. Alors les individus dont l'orientation majeure est la fusion sont en général qualifiés de dépendants. Ils vont se caractériser par le fait qu'ils vivent pour l'autre, un autre qui peut être dit dominant. Ils se caractérisent par le fait qu'ils vivent une détresse lors d'une séparation de l'autre dominant, le fait qu'ils se ferment à leurs besoins et ils vont tenter de faire leur les désirs des autres, qu'ils tentent d'ailleurs de deviner. Ils cherchent à éviter les attaques et ils recherchent la sécurité et la fusion au détriment de leur propre individuation. Kaiser les décrit de la façon suivante, il dit que leur comportement semble dire de ne pas les prendre au sérieux, qu'ils ne font pas partie de la catégorie adulte et ne peuvent être considérés comme des adultes, ils ne veulent pas être vus comme des individus matures et ils ont par exemple tendance à utiliser un langage enfantin et des questions ingénues. Kaiser ajoute qu'ils n'osent, qu'ils ne veulent pas sembler sérieux et pragmatiques, que souvent ils sourient en relatant des événements douloureux, comme s'ils ne méritaient pas qu'on s'attarde sur eux, qu'ils ont tendance à exagérer leurs défauts, à ridiculiser leurs réussites. Ils font d'ailleurs très souvent suivre l'évocation de réussite par une longue énumération de leurs échecs et ils donnent l'impression de sauter du coq à l'âne parce que leurs propos tendent à être décousus. Il illustre avec le cas d'un homme de 40 ans qui était toujours disposé à faire ce que l'on attendait de lui. Il était toujours OK pour déplacer les rendez-vous à la demande de son thérapeute. Il était obséquieux. Il n'était jamais agacé quand le thérapeute était en retard. Il n'osait pas agir chez son thérapeute. Par exemple, il n'osait pas tirer le rideau ou simplement même demander à ce que le rideau soit tiré pour ne pas avoir le soleil dans l'œil. Donc cette conception de la fusion, une fusion donc qui finalement limite l'angoisse de l'isolement, eh bien elle permet de comprendre de nombreux syndromes cliniques. Yalom évoque à nouveau ce cas de travestisme déjà évoqué. Comme il avait déjà dit chez l'homme, le travestisme est traditionnellement compris comme une réponse à l'angoisse de castration. L'individu, quand il est en compétition dans la recherche d'un partenaire, d'un partenaire féminin, eh bien la compétition est telle qu'il peut la vivre comme étant une menace et qu'il peut renoncer à cette compétition, ce qu'il peut faire en s'habillant en femme. Donc il s'auto-inflige finalement une castration dans ce cas et cela lui permet d'accéder à une décharge génitale, une décharge sexuelle génitale. Alors, dans un cadre existentiel, la compréhension du travestisme, et notamment celui de Rob, est tout autre. Rob s'habille en femme en cachette depuis ses 13 ans,
il est terrifié par les hommes et par le rejet des femmes, il a toujours vécu dans l'isolement. Et son fantasme de travestisme n'a jamais été sexuel, il a toujours été centré sur la fusion. Il dit que quand il se travestit, il s'imagine être dans un groupe de femmes qui l'accueillent et qui le considèrent comme l'une des leurs. Son style relationnel laisse voir justement son désir de fusion, il est docile, il est obséquieux, il est en demande de l'attention des autres et de l'attention du thérapeute qu'il admire d'ailleurs. Et un travail dans un groupe lui permet finalement de prendre conscience de son isolement. Il dit un jour « Je ne suis ni ici ni là, ni homme ni femme, isolé de tous ». Et c'est ce qui lui permet d'entrevoir les possibilités de la relation. Donc après une période où son angoisse et son travestisme augmentèrent, eh bien ils diminuèrent et son travestisme cessa, parallèlement au développement de ses compétences sociales. En fait, il a appris d'abord à développer des liens avec les autres participants du groupe et peu à peu à développer des liens avec d'autres individus présents dans son environnement de vie. Donc, ajoutons une remarque concernant la fusion qui est que des recoupements nombreux existent entre d'une part l'évitement de l'isolement par la fusion et d'autre part l'évitement de l'angoisse de mort par la croyance en un sauveur. De cette façon, nous pouvons dire que la fusion et la croyance en un sauveur, alors ce sont deux modalités de protection contre l'angoisse par évitement de l'individuation. Donc dans les deux cas, il y a un apaisement qui est cherché et cet apaisement est cherché en dehors de soi, en dehors du self. Donc ça c'est ce qui leur est commun. Néanmoins, la fusion et la croyance en un sauveur se distinguent à deux niveaux. Premièrement au niveau de ce qui les impulse, puisque l'angoisse d'isolement, c'est ce qui va impulser la fusion, tandis que c'est l'angoisse de mort qui va impulser la croyance en un sauveur. Et d'autre part, fusion et croyance en un sauveur se distinguent aussi par rapport à leur but. Avec la fusion, l'individu recherche la dissolution des limites du soi, du moi, et avec la croyance en un sauveur, l'individu est en quête d'un défenseur puissant. Bien sûr, toutes ces distinctions que nous venons d'évoquer, elles sont académiques parce qu'elles vont tout simplement coexister en fait chez un même individu. Donc la fusion, nous pouvons dire qu'elle met un terme à l'angoisse de l'isolement, mais elle le fait toujours en supprimant la conscience de soi. Donc la fusion, c'est la perte du sens de soi, mais l'individu ne peut pas dire « j'ai perdu le sens de moi », tout simplement parce qu'il n'y a plus de « je » pour le dire. En fait, le « je » disparaît dans le « nous ». Et cette perte, elle procure du réconfort. On peut citer Kierkegaard qui dit « plus la conscience est développée, plus le désespoir est intense ». Donc ici, on a l'inverse qui se vérifie effectivement. Enfin, l'inverse, on a la réciproque plutôt qui se vérifie. Donc cette fusion, elle peut bien sûr se faire avec autrui, mais elle peut, comme nous le disions, se faire avec autre chose qu'autrui. La fusion peut se faire avec un projet, elle peut se faire avec une cause, avec un pays, avec un groupe aussi. Et Kaiser fait remarquer que la fusion avec un groupe est justement attirante. Il l'illustre avec, premièrement, le cas du patinage artistique, quand on peut être fasciné par la synchronisation qui existe entre deux individus qui font du patinage ensemble. Et cette fascination, il la voit comme prenant source justement dans le fait qu'elle marque l'atténuation des limites du moi. Et il illustre avec un exemple peut-être plus saisissant dans le cadre militaire où il dit, lorsqu'un soldat seul exécute des ordres de marche, bon, ça peut satisfaire l'instructeur, mais c'est souvent vu comme quelque chose de tout à fait ridicule par un spectateur. En revanche, il dit que quand ce sont plusieurs soldats, de nombreux soldats qui exécutent de façon synchrone des ordres, eh bien, qu'on aime ou non l'armée, ça reste un spectacle saisissant, et ce qui est saisissant, ce n'est pas l'esthétique, mais c'est l'idée, le sentiment qu'ils agissent comme un seul homme. Donc cette fusion peut se faire avec un groupe, et cette fusion avec le groupe peut se faire via le fait de se conformer à travers les habits, les coutumes, les discours, les émotions. L'individu, dans ce cas de figure, est sauvé de l'isolement. En fait, le je disparaît et la peur de la solitude disparaît. Cette stratégie, donc on peut dire de conformisme-fusion, elle protège l'individu de l'angoisse de l'isolement, mais bien sûr elle va se fissurer si l'individu commence à se poser des questions telles que « qu'est-ce que je veux ? Quel est mon but dans la vie ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'ai-je à exprimer ?»
on peut dire que la liberté et la conscience de soi sont les ennemis du conformisme et qu'il existe en fait une lutte entre d'une part l'expression de soi et d'autre part la sécurité qui est procurée par la fusion vis-à-vis de l'isolement. Et dans cette lutte, eh bien, c'est souvent le soi qui va justement être compromis. Alors, cette fusion, elle peut se faire avec un groupe et il remarque que la fusion avec un groupe est puissante puisqu'elle peut aller parfois jusqu'au suicide collectif, comme ça a été le cas dans plusieurs tragédies, par exemple dans la tragédie de Johnstown. Cette fusion, elle peut aussi se faire avec un élément mystique, le mysticisme se caractérisant justement par des moments où l'individu peut éprouver une intense unité heureuse avec l'univers et dans ces moments, l'individu est dans la perte de lui-même. Il y a une perte de soi qui est bien sûr présente. Cette fusion, nous l'avons dit, nous le répétons, elle se caractérise toujours par la perte du soi. La fusion, c'est un pacte avec le diable. Si elle met à distance l'angoisse d'isolement, en fait, elle génère une culpabilité existentielle qui découle du désespoir lié à la vie non vécue qui est restée en soi. Autre illustration de cette psychopathologie interpersonnelle, le sadisme. Donc le sadisme est un peu le pendant de l'individu en quête de fusion dont nous venons de parler et que nous pouvons qualifier de masochisme, c'est-à-dire cet individu qui est obséquieux, qui fait le sacrifice de lui-même, qui endure la douleur et qui l'apprécie parce qu'elle balaye justement la solitude. En fait, cet individu qui accepte d'être tout ce que l'autre désire à partir du moment où il bénéficie de la sécurité de la fusion. Donc l'individu sadique est le pendant du masochiste et l'individu sadique, il cherche lui à dominer autrui, à humilier autrui, à infliger de la douleur, c'est-à-dire qu'il vise à devenir le maître absolu d'autrui. Alors ce sadique, il paraît très différent de l'individu dépendant qui est en quête de fusion, mais en fait l'individu sadique, comme l'individu dépendant, l'individu masochiste, eh bien, il ne tolère pas non plus l'isolement et la faiblesse de son moi, et il a autant besoin de son objet que le masochiste a besoin du sien. La différence, elle se joue dans son positionnement par rapport à la fusion. En fait, le masochiste cherche la sécurité en se faisant avaler par autrui, c'est ce qui apaise son angoisse de l'isolement existentiel, tout simplement parce qu'il perd à ce moment-là son état séparé en étant avalé. Par contre, le sadique, lui, cherche la sécurité en avalant autrui, ce qui va apaiser son angoisse liée à l'isolement existentiel, cela car il agrandit son soi en avalant autrui, en incorporant autrui en lui. Donc ces éléments font que nous permettent de comprendre en tout cas ce qui fait qu'un même individu peut osciller entre masochisme et sadisme, puisque le masochisme et le sadisme sont deux états de solutions différentes finalement à un même problème qui est cette angoisse liée à l'isolement existentiel. Toujours dans ce même but, celui d'illustrer la psychopathologie interpersonnelle, mettons en perspective l'isolement avec la sexualité. Soulignons que Freud a introduit la notion de symbole au sein de l'organisation psychique et que dans l'interprétation du rêve, eh bien, il a évoqué des symboles qui faisaient référence à la thématique sexuelle. Il a par exemple évoqué le fait qu'un cigare peut symboliser un pénis. Mais il a aussi dit qu'un cigare peut ne symboliser qu'un cigare. En fait, il a attiré l'attention sur le fait que l'équivalence symbolique, elle n'existe pas toujours. Yalom fait remarquer une chose, il fait remarquer que Freud a omis d'attirer l'attention sur un point, qui est que la sexualité peut elle aussi symboliser autre chose. Il part du principe que les enjeux de l'humain sont existentiels et font référence à la mort, à la liberté, à l'isolement, à l'absence de sens, et qu'il est probable que ces angoisses se déplacent et soient symbolisées par la sexualité. Donc, que la sexualité serve au refoulement de l'angoisse du mort, au refoulement de l'angoisse de la liberté, et serve à se protéger contre l'isolement. Concernant le refoulement de l'angoisse de mort, on peut évoquer le cas d'individus ayant des cancers métastasés et étant
tourmentés par la sexualité. Il y a l'homme donne l'exemple d'un couple dont l'un des membres a un cancer, mais les membres de ce couple parlent surtout de leur dysfonctionnement sexuel, au point que le thérapeute en oublie la présence d'un cancer métastasé chez l'un d'eux. Tout cela car ce type de stratégie défensive est puissant. Autre exemple, celui d'une femme qui a un cancer avancé du col de l'utérus et qui découvre que sa maladie ne repousse pas les galants, mais qu'au contraire, elle augmente leur nombre et leur appétit sexuel. Autre recherche, autre cas de figure, une recherche qui montre que par rapport à des femmes du même âge qui n'ont pas de problème de santé, des femmes présentant un cancer du sein sévère ont une plus grande prévalence de fantasmes sexuels. D'autre part, la sexualité, en plus de servir finalement à se protéger contre l'angoisse de mort, elle permet de se protéger de l'angoisse de liberté. Cela car le sexe a un pouvoir puissant sur l'individu, il lui donne l'impression d'être en proie à une force extérieure. Le sexe est ce qui va l'amener à s'abandonner et à lui faire perdre de vue le fait qu'il crée son monde, tout simplement parce que l'individu n'a pas l'impression de créer sa sexualité. Donc la magie du sexe est telle que l'individu qui travaille en thérapie pour diminuer sa compulsion sexuelle témoigne souvent d'un ressenti d'ennui par rapport à sa vie. Le monde lui paraît banal au point de se demander ce que le monde a à offrir. Enfin, la sexualité peut servir à se protéger contre l'angoisse d'isolement parce que les individus qui ont une compulsion sexuelle, eh bien, chez eux, la compulsion sexuelle est la réponse fréquence, en tout cas, cette compulsion sexuelle est la réponse fréquence par rapport à l'angoisse d'isolement. En fait, le rapport sexuel va instaurer une sorte de trêve par rapport à ce sentiment d'isolement que l'individu peut éprouver, mais bien sûr, il ne s'agit là que d'une trêve, ce n'est que temporaire, parce que ce type de rapport n'est qu'une parodie de relation où l'individu va utiliser autrui comme un outil, où l'individu ne va pas être en relation avec la totalité d'autrui, mais seulement avec une partie d'autrui, qui est celle qui lui sert à combler son besoin. Donc il va être en relation avec les parties qui facilitent la séduction et l'acte sexuel. Et l'individu, effectivement, ne connaît pas les autres parties d'autrui. Il ne connaît en fait pas son partenaire, et d'ailleurs il ne veut pas le connaître, et il ne veut pas non plus se dévoiler à lui. Donc dans la compulsion sexuelle, il n'y a pas d'affection véritable. C'est d'ailleurs ce que reflète le langage cru du sexe qui suggère la manipulation, l'agression, la tromperie. En fait, ça suggère beaucoup de choses sauf la relation et l'affect. Donc, chez une personne qui présente une compulsion sexuelle, eh bien, cette personne, cet individu va établir une relation pour avoir en fait un rapport le plus vite possible, alors que dans une relation où il existe une affection véritable, eh bien la sexualité va servir la relation en la facilitant et en l'approfondissant. Donc, ajoutons une remarque aussi, qui est que la déviance sexuelle se caractérise par le fait que l'individu, justement, n'est pas en lien avec la totalité d'autrui, mais qu'il est en lien avec seulement une partie d'autrui. C'est le cas d'un fétichiste qui ne va pas être en relation avec une femme, mais qui a une relation avec une partie d'une femme, voire même avec un accessoire qui symbolise cette femme. Et un philosophe du 19e siècle, Soloviev, alla jusqu'à dire « Si nous faisons l'amour à une femme sans être en lien avec son esprit, nous sommes fétichistes, même si dans l'acte physique, nous utilisons l'orifice corporel approprié. » Alors, une question se pose, finalement, le thérapeute doit-il déplorer les rencontres sexuelles qui ne sont pas des rencontres interpersonnelles véritables faites d'affection? Autrement dit, le sexe vu comme un jeu autonome entre adultes consentants n'a-t-il aucune place? Eh bien, les réponses à cette question relèvent de la morale, elles n'appartiennent pas au champ d'expertise du thérapeute. Cependant, notons que le thérapeute peut toutefois émettre un avis sur les individus qui établissent uniquement des liens sexuels aux autres qui sont partiels et utilitaires. Parce que tout simplement, la déviance, elle se définit par un comportement fixe et exclusif. À ce moment-là, l'individu ne peut
établir un lien sexuel que selon ce mode déviant et spécifique, puisqu'il est le seul à exister. Et donc ce comportement sexuel fixe, rigide et exclusif est un marqueur, lui, d'une pathologie plus sérieuse, et c'est une situation qui amène en général l'individu à éprouver un sentiment de mépris de lui-même et de culpabilité existentielle. Donc, dans la compulsion sexuelle, l'individu n'a aucune sollicitude pour autrui et sa croissance, car il ne le voit jamais pleinement. En fait, il ne voit que lui-même dans la relation. Et Buber parle de réfléchissement parce que dans cette relation partielle, c'est une relation qui est partielle, il n'y a pas de dialogue, il y a simplement un monologue. C'est comme si l'individu vivait dans un monde de miroirs et de reflets. En fait, l'individu est incapable d'instaurer une relation authentique, que ce soit avec autrui ou que ce soit avec lui-même. Et donc cette situation se retrouve chez Bruce, qui présente une compulsion sexuelle dont nous avons déjà parlé. En fait, quand Bruce commença à sortir de sa compulsion, c'est-à-dire de son mode relationnel à dominante sexuelle, en fait, quand il commença finalement à passer du mode relationnel « je, cela » au mode relationnel « je, tu », eh bien, il se demanda ce qu'il allait faire avec les femmes, s'il n'avait plus de rapport sexuel avec elles, et ce qu'il allait faire aussi avec les hommes. En fait, il se demandait tout simplement ce qu'il allait faire avec les gens. Et il fit 3 rêves témoignant justement de son évolution. Dans le premier, il rêva qu'il était allongé avec son fils adolescent habillé, qu'il essayait d'avoir une relation sans trouver son vagin, et le fait qu'il se sentit triste et frustré à son réveil. Donc ce rêve illustre le dilemme de Bruce par rapport à la relation. C'est là où la sexualité reflète autre chose, symbolise autre chose que la sexualité. Ça symbolise ici la relation. Et donc ici, cela illustre son dilemme à Bruce, qui finalement se demande, y a-t-il des manières autres que sexuelles d'être en relation avec autrui et même avec quelqu'un pour qui une grande affection existe. Dans ce deuxième rêve, il rêva qu'il jouait avec une femme au tennis, mais la balle n'allait pas vers elle et revenait sans cesse vers lui, comme s'il existait une vitre entre deux. Ce rêve illustre le pseudo-lien de ces relations qui ne s'établit pas avec autrui, mais avec lui-même, et qui fait qu'il ne peut atteindre autrui, un autrui qui finalement lui reste tout à fait étranger. Dans son troisième rêve, il rêva qu'il voulait être proche d'une de ses connaissances, mais qu'il ne cessait de se vanter, et la connaissance, qui était un homme en l'occurrence, se mit en colère. Il tenta de rapprocher sa joue, mais leurs 2 barbes étaient dures, et ils se blessèrent. Et donc ce rêve illustre le fait que bien qu'il eût un certain nombre de partenaires hommes dans sa pratique sportive, eh bien, il échoua dans ses tentatives d'avoir un ami homme proche. En somme, il avait conscience, plus ou moins en tout cas, de son désir de proximité avec autrui et avec des hommes notamment, mais il ne trouvait pas d'autre façon que la compétition pour être en lien avec des hommes. Toujours dans le but d'isoler la psychopathologie interpersonnelle, évoquons d'autres formes de relations avortées. Revenons sur le fait que l'individu essaie de se soustraire à l'angoisse d'isolement en atteignant les limites de son moi, et de cette façon, il peut tenter, pour ce fait, il peut tenter de fusionner avec autrui, il peut tenter d'incorporer autrui, il peut tenter de prendre quelque chose chez autrui, quelque chose qui peut l'amener à se sentir plus grand, plus puissant, plus aimé. Donc comme l'individu tente d'éviter l'isolement, eh bien, à un niveau interpersonnel, finalement, il n'est pas en relation avec autrui, puisqu'il se sert d'autrui comme d'un outil qui assure une fonction, celle d'éviter l'angoisse d'isolement. Donc la relation n'est ainsi pas mutuellement enrichissante et elle est un échec relationnel, elle est une mésalliance et la relation ne va faire qu'entraver la croissance et générer de la culpabilité existentielle. Donc ces modes relationnels inauthentiques sont nombreux. Le but ici n'est pas d'en donner une classification exhaustive, mais de décrire justement quelques-unes de ces situations via des cas cliniques, de ces modes relationnels via des cas cliniques. Donc intéressons-nous à Barry, que l'on pourrait finalement résumer en disant qu'il prend
l'autre, il utilise l'autre comme un vecteur d'ascension. Donc Barry a 35 ans, il est ingénieur et il présente ce que Yalom appelle un syndrome de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'il est froid, il est raide, il est isolé, il est sans émotion. En fait, il ne peut identifier ses émotions que via des indices physiologiques, quand il a les poings serrés, quand il a un nœud dans le ventre, quand il verse des larmes par exemple. Et le but de sa thérapie, sa demande, c'est de pouvoir contacter ses émotions et de devenir capable d'instaurer une relation aimante avec autrui. Alors, il est attirant, il n'avait pas de problème pour avoir des prétendantes, mais soit la femme ne lui plaisait pas et il les conduisait, soit la femme lui plaisait et il était trop stressé pour lui faire la course. Souvent, il tergiversait sur la stratégie à employer, il n'arrivait pas à décrocher le téléphone et tout cela faisait qu'on pouvait en conclure qu'il avait peur finalement d'être en compétition avec d'autres hommes ou d'être rejeté par des femmes attirantes, ce qui est un problème évident, mais un travail sur cette thématique fut infructueux. Alors qu'un travail sur la manière dont il utilisait ou souhaitait utiliser autrui fut davantage fructueux. Alors, après quelques mois de thérapie, il rencontra une femme, Jamélia, il s'installa avec et il vit apparaître un nouveau problème. En fait, il s'investissait peu dans cette relation et notamment il se couchait très tôt, ce qui est un moyen fréquent pour s'isoler justement de ses émotions. Et il se demandait s'il se couchait tôt parce qu'il s'était lassé d'elle ou bien s'il se couchait tôt parce qu'il s'autorisait à être pleinement détendu parce qu'il était justement très bien avec elle. Donc le thérapeute lui demanda comment est-ce qu'il pourrait savoir justement ce qu'il en était. Le thérapeute l'interrogea sur ce qui se passait en lui quand il se questionnait sur son amour. Et il répondit avec une inhabituelle conviction qu'il l'aimait beaucoup. Mais bien qu'il l'aimait beaucoup, en fait, il préférait rester en retrait parce qu'il ne voulait pas entraîner de faux espoirs chez Jamélia, parce que, selon ses dires, elle ne correspondait pas à ce qu'il voulait d'une femme. En fait, il voulait une femme aux compétences sociales développées, parce que pour lui, c'est ce qui pourrait lui permettre d'apprendre par mimétisme, parce que lui-même avait des compétences sociales faibles, et donc c'est ce qui lui permettrait d'avoir une vie sociale finalement plus développée. Il nota aussi le fait qu'il ne voulait pas entraîner de faux espoirs chez Jamélia, aussi parce qu'il avait peur de ne plus avoir d'affection pour autrui s'il en avait trop pour elle, justement. Et il envisageait cela parce que pour lui, il voyait l'amour comme un bien de consommation non durable. Or, cette vision mercantile n'a pas de sens parce que la relation aux autres, justement, enrichit, comme le souligne Fromm. Donc, son problème relationnel est finalement lié au fait que pour lui, les relations ne sont que utilitaires. En fait, il avait un besoin qui était de développer son environnement social et il cherchait un partenaire pour combler ce besoin. En gros, il cherchait un pourvoyeur de vie sociale. Et donc, cette dimension utilitaire, elle vient couramment justement entraver le développement d'une relation aimante authentique. Et d'ailleurs, dans ce vocabulaire même, il parlait de trouver une relation, de quête de relation. Or, une relation ne se trouve pas, une relation se forme. En fait, il considérait tout simplement Jamélia comme un cela, c'est-à-dire un objet, un outil lui permettant d'obtenir quelque chose. Et donc, il considérait la relation comme quelque chose de statique et d'inorganique, quelque chose qui est là au lieu de voir la relation comme un processus en développement. Et en effet, quand on considère une relation comme quelque chose de statique, d'inorganique qui est là, eh bien, cela a des conséquences. Alors, ça se retrouve notamment dans des propos d'individus qui disent souvent que plus quelqu'un leur est proche et plus ce quelqu'un perd ses attraits, que ce soit ses attraits physiques ou émotionnels. Dans les attraits physiques, ça peut être le fait de finir par voir tous les défauts d'autrui au niveau de sa peau, de son corps et ainsi de suite. Et au niveau émotionnel, ça va être de perdre l'intérêt par rapport aux éléments de la vie d'autrui. En fait, plus ce quelqu'un est vu ces individus vont avoir tendance à voir ce quelqu'un vraiment comme ayant un nombre de caractéristiques et de ressources qui est limité et qui est amené à diminuer. C'est ce qui fait que la relation est complètement limitée et qu'il voit la relation comme quelque chose de fixe, alors que dans une relation organique authentique, la réciprocité fait que le « je »,
comme le tu, si on reprend les propos de Buber, eh bien le je et le tu ne sont pas immuables, mais ils changent justement par la rencontre. Et ce que l'individu dans une relation, c'est justement ce que l'individu qui s'est mis dans une relation inauthentique ne voit pas. Pour lui, la relation est fixe, alors que dans la relation authentique, eh bien, la relation évolue, elle est loin d'être fixe. C'est pour ça qu'on peut reformuler ce point qui est que la relation est un processus en fait en développement, mais ces individus qui voient la relation comme quelque chose d'utilitaire ne peuvent pas palper ce point. Donc la conclusion concernant Barry est de dire qu'il ne redoutait en fait ni la compétition avec les autres hommes ni le rejet par les femmes. En fait, son problème, c'est qu'il ne rencontrait pas autrui parce qu'il ne désirait pas autrui, mais il désirait quelque chose d'autrui. Et son angoisse par rapport à cet autrui, c'était une culpabilité, plus exactement la culpabilité de transgresser autrui. En fait, il anticipait cette transgression d'autrui, dans le fait de se servir d'autrui. Il craignait qu'un jour, cet autrui ne le perce à jour dans ses motivations. Concernant ces relations avortées, Yalom se pose une question qui est la suivante. Combien sommes-nous dans la pièce? Alors pour comprendre cette question, revenons sur le fait que dans une relation qui est mature, qui est aimante, l'individu est en lien de tout son être avec l'autre. Par contre, dans une relation non mature, l'individu n'est pas en lien de tout son être avec l'autre. En fait, il retient une partie de lui pour observer la relation. En fait, Buber l'illustre assez clairement avec une relation dans laquelle deux individus A et B sont présents, et il dit qu'il y a de nombreuses figurations en fait de A et B en jeu si la relation n'est pas authentique. Il va y avoir A tel qu'il veut paraître à B, B tel qu'il veut paraître à A tel qu'il paraît réellement à B, et l'image donc que B se fait de A et qui n'est pas conforme à l'image que A désire qu'on se fasse de lui. Même chose pour B, il y a B tel qu'il paraît réellement à A, donc l'image que A se fait de B et qui n'est pas conforme à l'image que B désire qu'on se fasse de lui. Il y a A tel qu'il se paraît à lui-même, B tel qu'il se paraît à lui-même, A au naturel, B au naturel, bref, il y a vraiment de nombreuses figurations en jeu. Et chaque individu, dans cette relation inauthentique, va être en lien avec, en partie avec autrui, et en partie avec une ou plusieurs de ces figurations, c'est-à-dire un ou plusieurs individus imaginés. D'où le fait que la relation peut tout à fait échouer, et c'est la raison pour laquelle Yalom se demande, lorsqu'il établit une relation, combien sommes-nous dans la pièce. Donc, quand il établit une relation, il se demande combien ils sont dans la pièce, combien sommes-nous dans la pièce. Il se pose la question à lui-même, est-il en lien avec son patient, en train de penser à lui, ou est-il en train de penser au cas clinique qu'il écrira à partir de son patient? Et il pose la question au patient, est-ce qu'il est en lien avec lui ou est-ce qu'il est en lien avec une autre figuration? D'où l'importance de cette question, combien y a-t-il de personnes, pas vraiment dans la pièce, mais plutôt dans la relation? Est-ce qu'il y en a vraiment que deux? Est-ce qu'il y en a trois? Est-ce qu'il y en a une multitude? Qu'est-ce qu'il en est? Alors nous pouvons illustrer cela à travers plusieurs exemples, commençant avec Camus, dont le personnage central dans La mort heureuse dit la chose suivante. Il voyait par exemple que ce qui l'avait attaché à Marthe, c'était la vanité plus que l'amour. Il avait aimé en elle ces soirs où ils apparaissaient au cinéma, où les regards se tournaient vers elle, ce moment où il la présentait au monde. Il s'aimait en elle et sa puissance et son ambition de vivre. Donc il est assez clair que dans cette situation, l'individu n'est pas en lien avec Marthe, il est en lien avec les autres à travers Marthe. Autre exemple, celui de Ken, qui avait des problèmes pour instaurer une relation authentique avec les femmes. Alors il rêvait beaucoup, mais il ne faisait jamais de rêves dans lesquels il n'y aurait eu que deux protagonistes. Exemple de l'un de ses rêves, il était avec une femme, mais son frère et son père les observaient et il les faisait attendre derrière la porte. En fait, il avait toujours vu son frère et son père comme des rivaux par rapport à sa mère, voire par rapport aux autres femmes, et les faire attendre, en étant lui-même avec une femme, était une manière de les surpasser par l'entremise justement d'une femme.
Autre point le concernant, quand il était collégien, il sortait avec une fille qui sortait en même temps avec l'un de ses amis. Donc les deux lui demandèrent de choisir et elle choisit Ken, qui en fut satisfait, mais qui très rapidement, en fait en quelques semaines, se désintéressa d'elle, se désintéressa de la relation parce qu'elle ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était qu'elle servait sa rivalité par rapport à son ami. Alors d'autre part, Ken avait des amis hommes brillants, mais cela n'éveillait pas sa rivalité parce qu'ils étaient brillants dans des domaines autres que celui de Ken. Et Ken était d'ailleurs persuadé que son thérapeute souhaitait le soumettre, si bien qu'il lui cacha même des informations car il les voyait comme pouvant avantager son thérapeute sur lui. Alors, Ken fit 3 rêves que nous allons évoquer qui éclairèrent sur les points qu'il devait justement travailler à un niveau relationnel. Dans le premier rêve, il était dans un refuge, il était accueilli avec chaleur par plusieurs amis, puis il se retrouve avec eux dans une salle d'examen où il attendait pour passer son examen d'agent immobilier, qui était au demeurant sa profession, examen qu'il passa, mais ensuite l'examinateur l'annula car le jour et l'heure étaient erronés. Donc ce rêve met ici en avant le mélange qu'il fait entre amitié et rivalité, d'où l'intérêt d'un travail thérapeutique visant à distinguer les 2 dimensions, l'amitié et la rivalité. Autre exemple de rêve, il se trouvait dans un avion. Alors notons que l'avion symbolise souvent la thérapie. Et il marchait sur l'aile de cet avion et il était étonné de voir des cabines cachées qui étaient remplies de gens qu'il voyait pour la première fois, bien qu'il savait qu'ils avaient finalement toujours été présents à ces endroits-là. Et donc ce rêve symbolise la découverte des autres dans le monde, qui est justement un autre axe à travailler en thérapie. Enfin, dans son dernier rêve, il ne restait pas grand-chose, il avait seulement l'image d'un toucan. Ken ne reliait son rêve à rien, mais son thérapeute le reliait à to Ken, qui signifie deux peuvent, ce qui symbolisait finalement le travail que Ken devait faire à deux dans sa thérapie avec son thérapeute. Alors, autre exemple, celui d'une femme qui va à dessein à une soirée avec son nouvel ami où elle sait que son ex-ami sera présent. Donc la conclusion est assez simple ici, on peut se dire que manifestement à cette soirée elle ne sera pas que avec son nouvel ami, elle sera aussi avec son ex-ami. Autre exemple, celui de Carl qui débutait une nouvelle relation avec une femme quand un jour son ex-ami, qui était fâché ce jour-là, lui téléphona et empreint de moquerie, il dirigea le combiné vers sa nouvelle amie afin que celle-ci puisse entendre. Et cette nouvelle amie fut tout à fait troublée par le comportement de Carl par rapport à son ex-ami, parce qu'elle se dit à ce moment-là que son comportement préfigurait sa future relation avec elle-même. Et effectivement, pour Yalom, toutes les relations d'un individu reflètent les autres et il est peu fréquent qu'un individu instaure des relations inauthentiques avec certains et authentiques avec d'autres. Évoquons le cas de la thérapie de groupe, hein, le fait justement d'être en relation avec autrui pour atteindre un tiers apparaît de façon limpide en thérapie de groupe. Et la thérapie de groupe, c'est d'ailleurs la solution idoine pour travailler des relations interpersonnelles. Donc Yalom évoque le cas de Ron, 40 ans, marié, qui instaurait des contacts avec les participants du groupe en dehors du groupe, tout en sachant que cela pouvait nuire au travail de groupe, en particulier s'il les gardait sous silence, s'il n'en parlait pas dans le groupe. Et il avait établi une relation amoureuse avec Irène. Et en fait, le groupe, donc Irène qui était une membre du groupe, le groupe cessa en fait de progresser parce que Ron refusait de parler de ses relations hors groupe avec les membres et notamment de sa relation avec Irène. Et Ron ne s'interrogeait pas sur le sens de son comportement, mais le groupe fit pression sur lui et cette pression commença à se faire au moment où Ron invita la co-thérapeute au ski. Alors la pression du groupe le déstabilisa et en rentrant chez lui après cette séance ce jour-là, il se souvint qu'enfant son récit préféré était Robin des Bois et il alla prendre le livre en bibliothèque et relut l'histoire. Et à la lecture de Robin des Bois, son comportement fit sens pour lui. En fait, la légende de Robin des Bois résonnait par rapport à cette thématique du sauvetage, et notamment du sauvetage des femmes soumises à un tyran. En fait, son
comportement, qui était rien d'autre qu'un comportement de sauveur, avait joué dans les luttes oedipiennes. Et il se retrouvait justement dans le fait qu'il avait, donc ce comportement de sauveur, se retrouvait dans le fait qu'il avait débauché justement ses anciens collègues pour les employer dans l'entreprise qu'il avait créée, et cela donc en les soustrayant à son employeur, qu'il voyait comme un tyran. Cela se retrouvait aussi dans son mariage, il avait épousé sa femme pour la sauver de son père tyrannique. Et cela se retrouvait dans le groupe, il voulait sauver les membres et la cothérapeute, en fait, du joug du thérapeute. Et les membres, en apprenant cela, s'offusquèrent d'avoir été pris pour des pions dans sa lutte avec le thérapeute. Donc une fois son mode relationnel inauthentique mis au jour, il commença à se confronter à la question suivante, à quoi servent les gens ? Et il travailla alors sur sa relation avec chaque membre du groupe, mais cependant il ne parvint pas à travailler sur sa relation avec Irène, puisqu'il voulait irrémédiablement la protéger du thérapeute et il ne pouvait mettre un terme à sa relation avec elle. En fait, Ron finit par quitter le groupe et quelques mois après, en fait, il quitta Irène, tout simplement parce que le mécanisme du tyran avait cessé d'être actif et cela fit s'évanouir son amour pour elle. Donc la conclusion que l'on peut tirer de cet exemple est la suivante, et que une relation pleine et aimante, ce n'est pas une relation à une figure extérieure, qu'elle soit du présent ou du passé, c'est une relation à un autre. Et donc pour cela, pour que la relation puisse être pleine et aimante, eh bien, il est nécessaire que le transfert, la déformation parataxique, c'est-à-dire le fait que l'individu n'est pas en relation avec l'autre réel, mais en relation à l'image qu'il se fait de l'autre, eh bien, il est nécessaire que ces éléments, donc transfert, déformation parataxique, motivation, but, eh bien, il est nécessaire que tout ça soit éliminé. C'est la condition pour que la relation à l'autre puisse être authentique. Cette première carte mentale sur l'isolement existentiel est finie. Nous en aborderons une autre sur l'isolement existentiel et la psychothérapie. Vous pouvez retrouver cette carte mentale sur mon site drpnevu.free.fr à l'onglet ici psychologie. Et vous pouvez retrouver ici l'ensemble de mes vidéos. Et voici la dernière carte sur l'isolement existentiel. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.